En janvier 61, mon temps en escadrille était terminé. J'avais quand même fait une bonne dizaine d'années à Florène. J'étais posté à l'état-major général de la force aérienne. Je dis bien général parce que c'était encore à l'époque un état-major général. À la section plan et programme, au bureau VPE, où j'étais chargé de créer le bureau engin téléguidé. Et j'étais également l'adjoint du major Legrand, qui était l'officier de projet du F-104. J'ai participé, plus exactement, à 3 groupes de travail de l'OTAN qui étaient à Paris à l'époque, à la Porte Dauphine. Donc un groupe de travail sur les engins RR, un groupe de travail sur les engins air-sol et un groupe de travail sur les armements futurs, point d'interrogation. Donc les engins RR, c'était le Sidewinder et on parlait déjà du Sparrow. Puis les Français avaient déjà l'un ou l'autre engin également. Les engins air-sol, c'était le Bullpup américain, la S-20, la S-30 et la S-11 même des Français. Et les engins futurs, les armements futurs, c'était ce qu'on appelait les stand-off weapons, les fire and forget weapons, donc tirer et s'en aller. C'était une expérience formidable parce que j'étais à Paris pratiquement tous les mois à ces groupes de travail. J'ai également assisté à des tirs d'engins air-sol et RR en Algérie, à Colombéchar et à Amaguir. J'ai également participé avec le colonel Demey à l'époque, qui était VQB, l'adjoint du sous-chef d'état-major logistique. Nous avons participé aux études sur les avions VSTOL, donc les avions à décollage et atterrissage court ou verticaux. Également une expérience formidable où nous travaillions avec les professeurs d'université de Bruxelles, le professeur du CARM pour les moteurs pour les moteurs, et le professeur Fraisse de Beuvec à Liège, à l'université de Liège, pour les cellules. C'était les spécialistes à l'époque. J'en ai profité à l'époque, comme j'étais à l'état-major, j'étais trouvé le général Dumonceau, qui était à ce moment-là l'adjoint au chef d'état-major. Et je lui ai demandé, puisque je devais m'occuper des armements de tous les avions, si je ne pouvais pas faire une conversion sur Hunter, qui m'a accordé immédiatement. Et 2 jours après, j'étais à Chièvres pour faire une conversion Hunter, où j'ai eu l'occasion de découvrir ce merveilleux avion. Malheureusement, je n'ai pu faire qu'une petite dizaine d'heures, mais c'était déjà formidable. Au mois de mars 1963, j'ai également fait une conversion sur F-104F à Norvenich, en Allemagne, à la Luftwaffe.
également une dizaine d'heures sur F-104F à l'époque. Entre-temps, j'étais toujours visiteur sur F-84F à Florène, où j'ai fait ma majorite, comme on l'appelle, au mois de mai 63. La majorite, c'était donc une épreuve en vol, surveillance d'un jury, qui faisait partie des épreuves de candidat-major. Donc nous avions des examens écrits, opérationnels, logistiques et administratifs, l'examen de néerlandais et une épreuve en vol qu'on appelait la majorite. Et puis, au mois de mai 63, comme j'avais réussi ma majorite, et comme mon temps en état-major était passé, j'avais fait pratiquement 2 ans et demi, je pouvais retourner en escadrille, enfin en base, disons, et je me renseigne auprès du colonel Téchy, qui était commandant du groupe de vol à Florène, et je lui demande ce qu'on va faire de moi. Il me dit, écoute, oui, j'ai discuté avec le chef de corps, avec le colonel Banders, et voilà, tu as déjà été flight corps, ops officer, alors on a pensé que tu devrais prendre la section INT, la section intelligence et renseignement. Ah, très bien, mon colonel, merci beaucoup. Je raccroche et je vais 2 bureaux à côté du mien, chez le général Henry, chef d'état-major général à l'époque. Je dis, mon général, je peux rentrer en base, mais comme j'ai été l'adjoint du major Legrand au bureau F-104 et que j'ai fait une conversion F-104, est-ce que je ne pourrais pas aller à Beauvechain, où on va recevoir les premiers F-104? Bien sûr, Georges, bien sûr. Je croyais que tu voulais rentrer à Florène, qui est ton ancienne base. Mais je dis oui, mais le F-104, c'est le nouvel avion. Bien sûr, pas de problème. Il appelle le major Maguin à l'époque. Et bon, Castermans va à Beauvechain. Et là, on avertit la SAF et Beauvechain. Et puis, on me dit, oui, mais il ne faut pas prendre la place d'un autre à Beauvechain. On va te mettre comme officier pilote d'essai de maintenance. Très bien. C'était le F-104. Pour moi, c'était formidable. Et je suis posté à Beauvechain, toujours au mois de mai 1963. Et là, nous sommes 5 pilotes à voler sur les premiers F-104. Le colonel Caillot, qui est l'OSN, commandant du groupe de vol, le major Legrand, qui commande la 350e escadrille, Guy Paulet et Blanchard, qui ont fait un cours d'F-104 aux États-Unis et qui viennent de rentrer des États-Unis. Et nous sommes donc 5 pilotes à pouvoir voler sur F-104. Entre-temps, j'ai fait mon solo F-104G à Gosselies, sur le F-104, ce bel avion qui se trouve sur le FX-04, ce bel avion qui est ici derrière moi. Et nous recevons
progressivement les premiers F-104 à Beauvechain. Et le 16 juillet 63, une des dates qu'on retient comme son anniversaire de mariage, lors d'un vol d'entraînement avec le CEO Legrand, nous avons fait des interceptions et en rentrant à la base, en descente QGH GCA, au moment où j'arrive devant la piste, j'ai déjà sorti les premiers volets et le train d'atterrissage. Et au moment où j'entame la descente vers la piste, je descends les volets en position atterrissage. Et puis, je veux remettre un tout petit peu de puissance pour ajuster ma vitesse, qui avait tendance à frôler le minimum. Et à ce moment-là, mon avion part brutalement vers la gauche et vers le sol. J'ai eu, grâce à mon ange gardien, une fois de plus, j'ai eu le réflexe immédiat de rentrer les volets, les flaps, en position décollage, remettre la gomme à plein et remettre l'avion dans son assiette et reprendre un peu d'altitude. À ce moment-là, je remarque que j'ai les deux yeux de chat des deux lampes de feu qui brûlent. Je réduis un petit peu la puissance, mais j'étais déjà à vitesse minimale, même en dessous de la vitesse minimum. Et bon, tout ça pour faire court. De toute façon, comme nous volions sur la petite piste à l'époque, à Beauvechain, parce qu'on refaisait la grande piste, on installait des barrières d'arrêt et un nouveau balisage, on m'envoie à Gosselies, où il y avait déjà des barrières d'arrêt pour la réception des F-104. Et nous avions un ordre permanent à Beauvechain disant que si on ne pouvait pas atterrir avec les volets en position atterrissage, il fallait aller atterrir à Gosselies. Donc je pars vers Gosselies, mais à ce moment-là, les choses ont commencé à empirer, les lampes de feu sont revenues, j'ai eu ce qu'on appelle un T2 reset, qui est c'est trop long à expliquer dans cette petite interview. Toujours est-il que l'avion n'était plus contrôlable, et à ce moment-là, je me suis éjecté, ici à quelques kilomètres au sud de Beauvechain. Et je suis descendu en parachute. Une expérience un peu spéciale, pas tellement désagréable. Tout se passe naturellement automatiquement, l'avion, la sortie du siège, l'ouverture du parachute, tout ça. Et puis tout se passe bien et je dérivais vers la gauche avec le vent et je vois en dessous de moi une prairie avec des vaches, une clôture en barbelé et puis un champ de blé. Et à ce moment-là, il y a deux sensations, la sensation de dérive et la sensation de descente. Au début, c'est la sensation de dérive qui est la plus importante, jusqu'au moment où la sensation de descente se manifeste. Et là, je me dis, ce ne sera pas les champs de blé, ce sera la clôture. Et puis finalement, ce ne sera pas la clôture, ce sera la prairie, et j'atterris au milieu des vaches. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps, tellement j'avais sauté très bas, je n'ai pas eu le temps de larguer
mon pack de survie et je suis arrivé au sol et je me suis assis sur le rebord du pack de survie et je me suis luxé le coccyx. Donc j'ai dit tout de suite aux personnes qui étaient arrivées, parce que c'était juste en bordure du village, les gens accouraient tout de suite, j'ai dit ne me touchez pas, appelez la base, ce qui était déjà fait depuis un petit temps. Et alors l'ambulance est arrivée, les pompiers sont arrivés, on m'a mis dans l'ambulance, on m'a amené à la base, et puis j'ai passé 3 semaines sur mon ventre à cause de mon coccyx luxé. Et après 3 semaines, j'étais en forme. J'ai demandé à repasser au centre médical pour pouvoir revoler le temps qu'ils acceptent et puis que l'autorisation arrive, etc. Et après 5 semaines, je revolais en F-104 quand même. Et voilà. Bon. En octobre 63, comme les premiers pilotes suivants venant de Chièvres ou de Beauvechain et ayant fait leur conversion à Norvenich commencent à arriver à Beauvechain, on commence les conversions F-104. Et à ce moment-là, on décide que je deviens Ops Officer de la 350. Donc, je ne suis resté que quelques mois pilote d'essai à la maintenance. Et là, ça nous prend naturellement beaucoup de temps, parce que les nouveaux pilotes arrivent continuellement, il faut les lâcher, les accompagner dans les premiers vols, etc., etc. En avril 64, nous avons le plaisir d'avoir la visite du roi qui arrive avec son aérocommander et qui pour la première fois apparaît en Belgique dans un uniforme de la force aérienne et il vient recevoir ses ailes de pilote des mains du général Coppens, le chef d'état-major de la force aérienne. C'est un jour merveilleux naturellement pour Beauvechain, pour la force aérienne. Bilongenat fait un show solo et nous survolons la base dans un flypass après que le roi soit passé en revue devant tous les F-104 alignés. En juillet 64, le colonel Caillot, commandant du groupe de vol, est appelé à la TAF. Le major Legrand, CEO de la 350, devient commandant du groupe de vol de Beauvechain. Et moi, le lendemain de mon comité d'armes qui m'a retenu comme candidat-major, je suis nommé CEO, commandant d'escadrille de la 350e escadrille. Je suis encore commandant à l'époque, j'ai le grade de commandant, et je ne serai nommé major qu'en décembre. Et là, nous avons les premières expériences opérationnelles. Le premier Takeval sur F-104, et d'ailleurs le premier Takeval de la base de Beauvechain, qui n'a jamais eu d'évaluation tactique. Nous commençons le QRA, le Quick Reaction Alert, donc la mise en alerte de 2 avions à 15 minutes à la 350e escadrille. Quelques jours après, le 6 juin
1964, nous recevons, à l'occasion de l'anniversaire du débarquement, nous recevons les anciens de la 350 de la RAF. Une journée mémorable à l'époque, avec le général Donnet, le général Dumonceau et tous les anciens de la guerre. En juin 64, nous participons au meeting F-104, au meeting de Melsbrook, avec 12 F-104. Un décollage de masse en post-combustion qui fait trembler tout Melsbrook et tous les visiteurs, et qui est une première en Belgique, puisque l'avion est quand même très récent et que le public belge n'a pas encore eu l'occasion de voir ces avions et la puissance de ces avions. Le 21 juillet 1965, comme CEO de la 350, je suis chargé de conduire les 12 F-104 de Beauvechain pour le défilé aérien de la fête nationale. Et là, normalement, je dois me raccrocher aux 12 F-104 de Kleine Brogel, qui sont conduits par le colonel Wouters, Gus Wouters à l'époque, qui est commandant du groupe de vol à Kleine Brogel. Mais je suis un peu indiscipliné, ce qui n'est pourtant pas dans mon caractère habituel. Et au lieu de venir vraiment me raccrocher à 3000 pieds, parce qu'on volait à 3000 pieds à l'époque pour le défilé aérien, et au lieu de venir me raccrocher à 3000 pieds aux avions, au reste du défilé et aux 104 de Kleine Brogel, je me laisse distancer un petit peu et je descends, je reste beaucoup plus bas. Et nous passons, ça se passait à l'époque au cinquantenaire. Et nous passons dans la rue de la Loi, enfin pas dans la rue de la Loi, mais au-dessus de la rue de la Loi, à une altitude quand même relativement basse. Le lendemain matin, coup de téléphone du colonel Téchy de la TAF à mon chef de corps, le colonel Piquin. Dis donc Fernand, qu'est-ce qu'il dit des TF-104 là hier? Ah ben c'est Georges Castermans. Ah ben tu peux sérieusement l'enguirlander, hein, parce que il est passé beaucoup plus bas et hein, c'est incroyable quand même. Ah bon, je vais voir, je vais m'en occuper. Colonel Piquin raccroche. 5 minutes plus tard, nouveau coup de téléphone. Dis donc Fernand, général Coppens ici. Dis donc, qu'est-ce qu'il dit de TF-104 là? Tu veux bien le féliciter? C'était formidable. Et dorénavant, on va défiler à 1500 pieds et plus bêtement à 3000 pieds. C'est un souvenir exceptionnel et je dois dire, j'en suis très fier parce que depuis lors, on défile à une altitude normale, valable, où au moins on voit les avions. En septembre 65, l'état-major d'Afsent, donc l'état-major des forces aériennes Centre-Europe, a décidé de relancer la compétition aérienne, qui était précédemment une compétition de tir
entre les avions de chasse. Et là, étant donné l'évolution de la technique, il crée ce qu'on a appelé l'Air Defense Competition, donc la compétition de défense aérienne. Et j'ai la chance d'être désigné parmi le groupe qui, à l'état-major à Fontainebleau, doit écrire les règles de cette compétition aérienne. Comment ça va se passer, dans quelles conditions, etc., à quelle vitesse, quelles altitudes, enfin. Et puis, Beauvechain me nomme leader du team qui va participer à la compétition avec 3 pilotes de la 350, mon escadrille, et 3 pilotes de la 349. Et nous participons donc au mois de septembre à cette compétition et nous avons la chance de la remporter face aux 3 autres secteurs du centre Europe, les Allemands et les Hollandais dans le nord, les Américains et les Français et les Allemands dans le sud de l'Allemagne, et nous représentons le deuxième secteur avec uniquement les F-104 de Beauvechain, alors que dans le secteur, il y a également les Lightning de Gütersloh, mais ils ne sont pas retenus. Et nous remportons la compétition avec le trophée Guynemer et le trophée Huddleston. Donc le trophée Guynemer qui est attribué au secteur et le trophée Huddleston qui est attribué à la base. Et nous participons à cette compétition avec les contrôleurs radar de la station de Glon, mais qui travaillent pour la circonstance à partir de Eudem en Allemagne, parce que Glon est en transformation pour y installer le NADG, NATO Air Defense Ground Environment System, donc le système radar de détection et d'interception. Nous avons la chance d'avoir des contrôleurs exceptionnels, Joe Van Gerwen et René Torsin, qui nous ont amenés comme des chefs dans nos pantoufles, chaque fois sur les objectifs, et nous ont permis de remporter la compétition. Par après, la ville de Bruxelles nous fait l'honneur, pour l'année 65, de nous attribuer le trophée national du mérite sportif. Ce qui est assez exceptionnel, mais où nous rejoignons la section belge de la RAF, qui a obtenu ce même trophée en 1945, après la guerre. En octobre 65, pour la première fois, je pars avec mon escadrille à Zara pour une période de tir RR. Mais malheureusement, 2 problèmes se posent. Tout d'abord, les cibles aériennes que nous devons remorquer nous-mêmes avec des F-104 ne sont pas au point. On les perd en vol, ou bien elles ne veulent pas se dérouler, ou toujours est-il qu'on ne parvient pas à faire des séances de tir RR, et
on doit se contenter de faire du tir air-sol, qu'on faisait déjà en Belgique. Mais en plus de ça, pendant cette période, un problème technique se pose avec tous les... Comment appelle-t-on ça? Leading edge flaps. Non, les systèmes de contrôle des commandes de vol, des ailerons et du stabilisateur. Et tous les avions doivent être modifiés. Et pour ça, ils doivent rentrer à la base à Beauvechain, où avec les techniciens de la SAPCA, nos techniciens de Beauvechain remplacent tous les actuateurs. C'est ça que je cherchais. Si bien que on a pu très peu voler pendant cette période de tir à Zara, et où j'ai fait essentiellement avec les mécanos et les quelques pilotes qui restaient. Nous avons fait du tourisme dans tous les coins possibles de la Corse, ce qui nous a fait découvrir ce beau pays. Une troisième tuile pendant cette période, le 7 novembre 1965, mon frère d'armes et mon ami Bernard Neves se tue à Gênes lors d'une présentation acrobatique. Et je rentre rapidement à Beauvechain pour aller voir sa famille et assister quelques jours après à ses funérailles. Toujours en novembre 1965, je suis posté à l'état-major de la TAF comme chef du bureau opération. Mais heureusement, je reste visiteur sur F-104. Je reste donc au bureau OPS de la TAF jusqu'en janvier 68, où je reviens à Beauvechain comme commandant du groupe de vol. Je viens d'être retenu comme futur lieutenant-colonel, mais je ne serai de nouveau nommé au grade correspondant qu'en décembre de la même année. En tant qu'ancien chasseur-bombardier, je trouve que les pilotes de chasse de Beauvechain doivent faire autre chose que de l'interception radar. Et je les entraîne au bombardement, au tir air-sol, au tir aux roquettes, au bombardement et même au bombardement napalm. Ce qui les surprend un petit peu, mais finalement, ils y prennent tous goût et ça prend bien. Également, je trouve qu'ils doivent faire des progrès en navigation à basse altitude, comme les chasseurs bombardiers, et on s'entraîne de plus en plus à la navigation à basse altitude, sans pour ça négliger les interceptions aériennes, bien sûr, qui restent la mission principale. Au mois d'août 68, j'ai l'occasion de tirer mon Sidewinder, donc mon missile RR, au large de la Hollande, au-dessus de la mer. Et en octobre 69, je fais mon premier vol Zoom, donc mon premier vol à haute altitude, avec tout l'équipement adéquat, le scaphandre,
la combinaison par spécial, etc., etc., jusqu'à une altitude de à peu près 70 000 pieds. Je reste modeste comparé à ceux qui ont prétendu aller beaucoup plus haut. Au mois d'août 68, nous tournons à Beauvechain l'épisode des Chevaliers du Ciel avec Tanguy et la Verdure, au cours duquel malheureusement nous devons déplorer un accident mortel lors d'une répétition d'une des figures par le pilote de présentation acrobatique. C'est après ça que Steve Neutz a l'idée de créer un team acrobatique avec Palmer de Vlieger qui deviendra les Slivers, de réputation européenne, si pas mondiale. Et avec le colonel de Wulf, qui est notre chef de corps à l'époque, nous avons pu persuader la TAF et l'état-major de les laisser faire. Et c'est pour ça que nous avons été baptisés les parrains des Slivers. En septembre 68, j'ai l'honneur de l'idée le survol de l'inauguration du Shape à Casteau avec 36 avions venant de tous les pays de l'OTAN, pratiquement, avec le grand problème de réunir ces avions qui viennent de pays différents, de nations différentes, de bases différentes, certains pour des raisons de carburant redécollant quand même comme nous de Beauvechain, mais rassembler toute cette armada et puis arriver au-dessus de Casteau sans survoler la France, puisque Casteau avait été inauguré du fait que De Gaulle les avait chassés de France. Donc on ne pouvait surtout pas survoler la France, ce qui créait un problème pour se présenter au-dessus de Casteau suffisamment, et avec un virage final qui était très proche de la cible elle-même, quoi. Mais tout ça a très bien réussi. Le 6 juin 69 est un grand jour, puisque nous avons eu la chance et l'honneur de faire voler notre roi Baudouin en F-104 dans un vol à Mach 2 suivi d'une interception. Le pilote du roi était Léo Lambermont, le commandant Léo Lambermont, qui commandait le flight biplace de Beauvechain, mais moi-même j'étais le pilote accompagnateur et en même temps le pilote cible pour l'interception après le vol à Mach 2, l'interception par l'avion du roi. C'est un souvenir inoubliable. J'ai un respect et une admiration énorme pour le roi Baudouin, que j'ai eu l'occasion de rencontrer 8 fois dans ma vie, certaines fois simplement
en lui serrant la main, en lui étant présenté, mais 2 ou 3 fois quand même en ayant l'occasion de, comme lors de ce vol, mais également lors d'un déjeuner des chefs de corps de la TAF avec le général Wills, où j'étais assis vraiment pratiquement en face du roi Baudouin et où nous avons longuement parlé. Et ça reste pour moi un souvenir exceptionnel. En septembre 69, un flypass un peu particulier, à l'occasion de l'anniversaire de la bataille d'Angleterre, il y avait une cérémonie à la Grande Place de Bruxelles. Et on m'a demandé de l'idée de conduire une formation avec 4 F-104 de Beauchamp et 4 Lightning de Gütersloh au-dessus de la Grande Place de Bruxelles. Depuis lors, je l'appelle la Petite Place, parce que trouver la Grande Place de Bruxelles, qui est dans le fond de Bruxelles, en plus de ça, le matin même, on me téléphone de l'état-major en disant « Georges, comme les invités sont au balcon de l'hôtel de ville, il faudrait que tu passes au-dessus du trottoir opposé de la Grande Place. » Rends compte. Sick, hein? Textuellement. Eh bien, figure-toi que je suis passé au-dessus du trottoir opposé sur la Grande Place, à la seconde près, et ça c'est un souvenir incroyable.